Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Julie Drolet en remplacement d'Anne-Marie Dussault. Bienvenue à 24/60. Alors oui, Joe Biden, vous le savez, n'en est pas à son premier avertissement à l'endroit de Benjamin Netanyahou. Mais là, certainement, il s'agit de l'avertissement le plus sérieux depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza. Le président américain a menacé de suspendre l'envoi de certaines armes si Israël va de l'avant avec une offensive terrestre à Rafah. Rafah, c'est la ville où il y a plus d'1 million de Palestiniens maintenant qui se sont réfugiés. On va faire le point avec notre correspondante Azeb Oueldegorgis, qu'on retrouve à Washington. Bonsoir, Azeb. Bonsoir, Julie. C'est une menace très sérieuse, avancée maintenant par Joe Biden. Est-ce qu'on peut dire, Azeb, qu'il joue vraiment sa dernière carte pour empêcher une offensive à Rafah? Je pense que oui, parce que vous savez, depuis le début de cette guerre, ça fait 7 mois, on entend Joe Biden faire pression sur Netanyahou dans les coulisses par l'entremise de son secrétaire d'État Antony Blinken, qui est allé 7 fois dans la région pour dire « on vous soutient, vous avez le droit de vous défendre, par contre, faites attention à la population civile ». Et on avait l'impression, en tout cas les Américains démocrates surtout, ont l'impression que vraiment Netanyahou fait la sourde oreille, qui n'écoute pas vraiment Joe Biden. Donc le seul levier qu'il a vraiment, ce sont les armes. Il y avait pression au sein du Parti démocrate pour qu'ils disent à Netanyahou, écoutez, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on ne va plus vous transférer des armes. Et donc hier, il a dit que voilà, ce que Joe Biden ne veut pas voir, que ce soit des bombes américaines qui tombent sur Rafah. Donc de quoi on parle là, sur ce transfert d'armes? On parle de 2000 bombes qui pèsent chacune plus de 900 kilos, imaginez-vous. Donc ce transfert d'armes-là est mis en pause si Benjamin Netanyahou, si l'administration Netanyahou décide d'aller de l'avant avec cette opération terrestre. Je vous propose justement d'écouter un extrait de l'entrevue de Joe Biden hier soir. Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. We're going to continue to make sure Israel is secure in terms of Iron Dome. It's just wrong. We're not going to supply the weapons and the artillery shells used. Et comment on réagit en Israël? Alors voilà, donc Netanyahou, ils ont dit qu'il peut faire cavalier seul. Le porte-parole des forces armées israéliennes ont dit qu'ils ont assez de munitions pour aller de l'avant avec l'opération terrestre à Rafah. Le ministre de la Défense également a dit la même chose, que ça ne va pas du tout affecter l'effort de guerre. L'ambassadeur des Nations Unies, l'ambassadeur israélien, a dit que c'est vraiment frustrant de voir et décevant aussi de voir que leur principal allié les abandonne, entre guillemets, mais que quand même, qu'ils vont aller de l'avant avec cette opération terrestre. Écoutons justement Benjamin Netanyahou là-dessus. אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. אמרתי כבר שאם צריך נילחם בציפורניים, אבל יש לנו הרבה יותר מאשר ציפורניים. ובאותן תעצומות נפש, בעזרת השם, יחד ננצח. Pourtant, Azeb, il n'y a pas longtemps, les États-Unis avaient de peine et de misère là, à approuver cette enveloppe, 14 milliards de dollars pour Israël. Donc, cette aide-là, est-ce que c'est lié à cette menace? Est-ce que ça va être touché ou c'est autre chose? C'est autre chose. Cette aide demeure. Écoutez, c'était presque l'unanimité là pour l'approbation de cette aide militaire. C'est surtout sur la question ukrainienne là que les partis, les républicains surtout, étaient divisés. Là, on parle vraiment de transfert d'armes offensives. Les armes défensives pour le dôme de fer, par exemple, elles vont continuer à être acheminées pour Israël. Et pour Israël, vous savez, beaucoup disent, écoutez, il s'agit de leur survie là, s'ils n'ont pas cette aide américaine. Et là où Joe Biden fait vraiment la nuance, c'est de dire, écoutez, nous ne voulons pas soutenir des armes offensives. Et il y avait beaucoup de pression ici, hein, les manifestations dans les campus, également du côté du Parti démocrate, les progressistes qui disaient on ne peut pas soutenir un régime qui est en train de tuer une population civile. Ce n'est pas possible, si vous voulez. Oui, mais il faut dire aussi que l'enjeu est extrêmement délicat pour Joe Biden à l'interne. Vous l'avez dit, là, les campus et tout ça, c'est-à-dire que d'un côté de pro-palestiniens ou pro-israéliens, on a l'impression que toutes les colères se dirigent à l'endroit de Joe Biden. Certains trouvent qu'il en fait trop, pas assez, bon, tout ça. Alors lui, il a tout intérêt aussi à ce que ça se termine en Israël. C'est pour ça, finalement, qu'il joue cette dernière carte? Oui, non, exactement. Parce que là, il est dans une position, il essaye un peu, oui, il faut protéger les populations civiles, tout en fournissant des armes militaires à Israël. Donc ça devenait un peu intenable, cette position-là. Et du côté démocrate, vous savez, le sénateur Bernie Sanders, par exemple, qui depuis le début demande un cessez-le-feu permanent, qui a quand même près de 35 000 morts, là, des Palestiniens, 70% sont des femmes et des enfants. Donc ça devient de plus en plus intenable, là, du côté des démocrates. Et puis aujourd'hui, beaucoup de réactions du côté républicain. Ils ont affirmé que vraiment Joe Biden est en train d'abandonner le principal allié dans la région du Moyen-Orient. Et puis il y a un sénateur, vous allez l'entendre, un sénateur démocrate, John Fetterman, qui lui s'oppose à Joe Biden. On les écoute.
I think it's a good step forward. What Netanyahu has done in Gaza is unconscionable. I mean, we're talking about 35,000 Palestinians killed. In my view, Netanyahu should not have gotten a nickel. What Biden is doing with respect to Israel is disgraceful. Withholding weapons makes it very difficult, if not impossible, to get American hostages back and Israeli hostages back because you're incentivizing bad behavior. I am concerned about that, and I don't agree with the president. It demonstrates to Hamas that they're winning the PR war. Donc, Julie, on va voir politiquement aussi, parce qu'on est quand même en année électorale, comment ça va se jouer pour Joe Biden, s'il aura réussi à ramener des progressistes dans son camp, ou alors s'il aura aussi perdu des gens qui soutiennent Israël aussi au sein du Parti démocrate. Merci beaucoup, Azeb. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Et on poursuit la discussion cette fois-ci avec l'ancien officier de l'armée française, auteur du blog Ne pas subir, Guillaume Ancel, qu'on rejoint en France. Bonjour, Monsieur Ancel. Bonsoir. Alors, Azeb nous le disait, c'est vraiment la carte ultime pour faire pression sur Israël, cette menace de Joe Biden. Mais en quoi elles sont indispensables, ces armes américaines en Israël? Oui, en fait, ces armes posent vraiment problème parce que Joe Biden a reconnu de fait ce qui était implicite, mais n'avait jamais été publiquement dit, c'est que ce sont les Américains qui fournissent les munitions qu'utilise Netanyahou pour attaquer la bande de Gaza. Le problème, c'est que au fur et à mesure que cette guerre continue, on comprend bien que Netanyahou ne s'attaque pas au Hamas, mais aux Palestiniens sur la bande de Gaza, en détruisant toutes les infrastructures. Et donc, la position de Joe Biden commence à montrer que ça n'est pas possible que les Américains soutiennent une telle offensive qui, encore une fois, ne détruira pas militairement le Hamas, mais provoque des dégâts considérables et un nombre de morts incalculables sur la bande de Gaza, essentiellement des civils. Donc le fait que Biden veuille faire pression maintenant sur Netanyahou pour qu'il cesse, c'est pour cela qu'il avait pesé de tout son poids pour obtenir un cessez-le-feu, et manifestement Netanyahou a fait son meilleur pour le torpiller, ce qu'il semble être arrivé à faire puisque les négociateurs ont quitté le Caire, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'accord de cessez-le-feu dans les prochains jours. Bon, si on regarde qui fournit des armes à Israël, les États-Unis, on va montrer un petit tableau. Les États-Unis sont vraiment en haut de la liste, mais très fortement. Mais il y a aussi l'Allemagne, il y a aussi l'Italie. J'ai presque envie de mettre l'Italie au passé parce que d'après ce que j'en comprends, l'Italie a cessé depuis la riposte d'Israël depuis le 7 octobre. Mais il reste que c'est un joueur majeur, les États-Unis. Est-ce que l'Allemagne continue à fournir des armes? Il semble que l'Allemagne continue, mais attention, il y a armes et armes. Là, les munitions dont parle Joe Biden sont des munitions qui sont cruciales puisque, comme le rappelait votre journaliste tout à l'heure, ce sont des bombes de 225 et des bombes de 900 kilos. Les bombes de 900 kilos sont faites pour détruire des immeubles entiers. Et par conséquent, quand les États-Unis fournissent des lots de milliers de ces bombes aux Israéliens, ils savent très bien que ça ne peut pas permettre de faire des frappes ciblées contre des miliciens du Hamas, mais bien des frappes de destruction massive pour détruire des immeubles complets avec le nombre de victimes collatérales qu'on imagine autour. Aujourd'hui, on estime que ça n'est pas 35 000 morts qu'il y a sur la bande de Gaza, mais plutôt autour de 60 000, dont 90% sont des civils sans lien avec le Hamas. Et c'est à ça que le président américain ne veut pas contribuer, mais en reconnaissant de fait que ce sont eux qui ont fourni ces munitions, obus d'artillerie et bombes d'aviation, il rend les États-Unis complices d'un crime de guerre. Et ça, c'est important ce que vous êtes en train de dire, parce que déjà, il y a des tribunaux internationaux qui se sont penchés sur ces questions-là, où on demande finalement de ne pas jouer ce rôle de facilitateur ou de complicité là, dans ce qu'Israël est en train de faire subir à la population. Oui, et puis c'est une affaire sans précédent, Julie. C'est la première fois que les Américains font pression sur Israël qu'ils ont toujours soutenu. Je rappelle que Israël est un tout petit pays de 10 millions d'habitants qui est entouré de voisins plutôt hostiles. Et jusqu'ici, l'assurance vie d'Israël, ce sont les États-Unis. Le fait que pour la première fois, un président américain ose dire, écoutez, si vous continuez dans cette politique, dans cette impasse stratégique, nous allons stopper l'approvisionnement en armes, c'est remettre en cause la sécurité future d'Israël
Et ça, c'est de la faute de Benyamin Netanyahou qui s'est enfermé dans une politique qui est absolument impossible pour les Américains de continuer à soutenir. Parce que ce que vous dites finalement, c'est que ces armes-là, elles sont utilisées contre la population à Gaza, mais au départ, le but, c'est la carte pour assurer la protection d'Israël contre les pays autour, finalement, qui sont hostiles. On va regarder une carte ensemble, mais j'aimerais que vous me la commentiez. Alors, on voit Israël, on l'a situé sur la carte, et on voit tous ces pays qui font partie du Moyen-Orient, ici. Quand on parle de pays hostiles, nommons-les et expliquons un peu ce qui est en train de se passer si Israël voit ce flot d'armes se tarir. Quels seraient les risques? En fait, pour Israël, on pourrait presque mettre tous les pays qui sont voisins dans cette couleur rouge, parce que l'Iran au premier chef, mais qui est relativement éloigné, mais la Syrie et en particulier le Liban, où il y a là une armée complète armée par l'Iran, le Hezbollah, mettent en insécurité Israël. La Jordanie aujourd'hui est neutre comme l'Égypte, mais ce ne sont pas des pays alliés d'Israël qui viendraient l'aider si jamais un jour elle était en difficulté. On voit bien sur la carte que Israël, au fond, est un tout petit territoire peuplé d'une toute petite population et qui est en état de survie continuelle au Proche-Orient. C'est pour ça que cette guerre de Benyamin Netanyahou contre le Hamas n'a aucun sens, parce qu'elle met Israël en danger pour le futur. D'abord, elle va garantir le recrutement du Hamas pour les 20 prochaines années, mais surtout, elle accroît l'hostilité de ses voisins. Or, Israël ne peut pas vivre dans un état permanent de défense contre des attaques qui viendraient de tous les côtés. Ce que fait Benyamin Netanyahou aujourd'hui est extrêmement dangereux parce qu'il défie le président Biden alors que les États-Unis est la seule sécurité d'Israël dans cette région. Et pourtant, on l'a entendu aujourd'hui, M. Netanyahou, dire « Bon, mais très bien, on va continuer seul, on est capable de continuer seul ». Pour vous, c'est une bravade, tout simplement? Ah oui, et c'est très grave parce que c'est une espèce de fuite en avant de Benyamin Netanyahou qui, en réalité, connaît très bien la situation de son pays. Il sait que sans les États-Unis, l'avenir d'Israël est compromis. Donc, ce qu'il ose faire aujourd'hui, c'est parce qu'il estime que c'est cet abruti de Donald Trump qui sera réélu à la fin de l'année grâce à l'aide de Benyamin Netanyahou. Et c'est pour ça que depuis 6 mois, il fait toujours son possible pour humilier le président Biden. On se souvient que depuis 15 jours, le président Biden fait annoncer, notamment par Anthony Blinken, qu'ils sont sur le point d'obtenir un cessez-le-feu et donc de stopper au moins temporairement cette guerre à Gaza. Or, qui l'a fait chuter systématiquement? Benyamin Netanyahou, qui l'a redit ce soir. De toute façon, même s'il était seul, il continuera cette guerre. Il montre bien par là qu'il n'a jamais eu l'intention de signer un accord de cessez-le-feu, contrairement aux mensonges qu'il a proférés les jours précédents. Donc, vous êtes en train de dire, M. Ancel, que malgré les menaces de tarir le flot d'armes américaines, malgré tous ces efforts, et il y a beaucoup de pays tiers qui participent aux négociations pour essayer de les faciliter pour qu'on arrive à cet accord de cessez-le-feu, qu'en bout de ligne, jamais Benyamin Netanyahou va accepter un tel accord. Moi, je suis absolument convaincu que tant que les Israéliens n'auront pas viré Benyamin Netanyahou, ils n'ont aucune chance de retrouver la paix parce que cet homme n'a pas de stratégie de long terme. Il ne voit que sa volonté, qu'il a écrite dans son livre, d'ailleurs, Bibi A Story, de détruire les infrastructures de la bande de Gaza pour obliger les Palestiniens à l'exil. En fait, Benyamin Netanyahou a toujours fait une confusion entre le Hamas et les Palestiniens. Il assimile le peuple palestinien au Hamas et quand il dit qu'il veut détruire militairement le Hamas, en réalité, il détruit la bande de Gaza. Et ça s'appelle un crime de guerre. Guillaume Ancel, merci beaucoup pour cette entrevue avec nous ce soir. Bonsoir.